Et cette question, sait-on encore en 2022 se reposer? Reposer son corps, son être et son esprit, quelle que soit la façon. Où sommes-nous entrés bien dans une ère du travail et du loisir à outrance? C'est le thème du dernier ouvrage de l'écrivain Alain Corbin, Histoire du repos, sorti chez Plon. Bonsoir Alain Corbin. Bonsoir. Ce livre, c'est une plongée passionnante dans les différentes façons de concevoir le délassement à travers les âges. Et on va voir tout ça avec vous. Alors j'ai essayé de donner une courte définition en préambule dans ma petite introduction de ce qu'était le repos. Mais le repos, se reposer, qu'est-ce que cela signifie exactement pour vous, Alain Corbin? Attention, aujourd'hui on dit on ne dit plus je me repose, on dit je me détends, je me décompresse, etc. Mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est que le mot repos a eu des sens, des figures très différentes selon les siècles. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Et le repos tel que nous l'éprouvons, il vient en fait de la révolution industrielle, c'est-à-dire on l'oppose à la fatigue. Fatigue, repos. C'était pas le cas avant le XVIIIe siècle. Parce qu'on va y revenir dans un instant effectivement, à cette apparition à la fin des années du 19e siècle. Le repos, il apparaît tout d'abord dans la Genèse, oui. Quand Dieu se repose au 7e jour après avoir créé le monde. Oui, mais ça, ce n'est pas repris par les chrétiens, parce que les chrétiens pensent que Dieu est éternel, Dieu est parfait, Dieu, etc. Et donc, comment pourrait-il avoir besoin de se reposer? Donc, c'est pourquoi le dimanche, le jour du repos, aussi, c'est le premier jour de la semaine, et c'est un élan, en quelque sorte, aux yeux des théologiens, vers les siècles à venir. Mais pendant un millénaire, même plus, le repos voulu par Dieu, c'est d'abord le repos éternel. Donc la mort. Au IVe siècle, Constantin a en quelque sorte converti son empire au christianisme, et à partir de ce moment-là, le repos s'impose en Occident, parce qu'on est en Occident dans une perspective chrétienne. Et le repos, pendant plus de 1000 ans, c'est le repos éternel. C'est ce que visent les chrétiens. Ils visent le salut, c'est-à-dire le repos au ciel, le repos éternel. Mais la question qu'on peut se poser, par exemple, on va prendre la période du Moyen-Âge. Est-ce qu'à cette époque, lorsque les gens travaillaient ou avaient, par exemple, une famille à s'occuper, est-ce qu'ils se reposaient avec la signification qu'on entend aujourd'hui? Ou est-ce qu'ils dormaient juste la nuit? Non, non. Il n'y avait pas de repos? Non, c'est pas du tout le repos. On ne faisait pas la sieste, par exemple? C'est pas le repos industriel. C'est-à-dire que les agriculteurs, et plus encore les artisans, étaient des gens qui savaient infuser des moments de repos dans leur activité. Ils n'aimaient pas la fainéantise. On n'a jamais aimé les fainéants. Ils étaient tout le temps en mouvement, c'est ça que vous voulez dire? La paresse était un péché capital. Donc, moi, je me souviens, encore dans les campagnes de mon enfance, les bénisses à côté, le cordonnier, on pouvait aller les voir, boire un pot, si vous voulez, chopine, dans un café. Ils s'arrêtaient, ils conversaient, ils infusaient, j'y reviens, le repos dans leur activité. Alors que, évidemment, dans l'usine de 1900... dont Charlie Chaplin a bien, disons d'une manière assez drôle, dans les temps modernes, évoqué ça. Oui, parce que c'est ce que vous disiez au tout début de cet entretien, la notion de repos, comme on l'entend aujourd'hui, je vais me reposer parce que je suis fatigué après mon travail, elle est née du temps de l'usine, de ce temps industriel. Oui, mais dans l'époque, dans l'histoire, il y a d'abord la Renaissance, et l'idée que le repos au XVIe siècle, c'est déjà le retrait. C'est-à-dire la retraite aujourd'hui pour nous. Montaigne passe à peu près 40 pages pour décrire ce qu'il faut quand on a un certain âge, on se retire et on s'invente un repos, on se construit un repos avec des livres qu'on aime bien, des promenades, etc. Donc il y a déjà cette retraite, ce repos. Mais c'est surtout Pascal
Le repos à l'époque, au XVIIe siècle, s'oppose à l'agitation. Ça, c'est intéressant comme notion. Hein, à l'agitation, et c'est pourquoi le symbole même de l'agitation, c'est la cour et c'est la ville, c'est-à-dire Paris. Et donc, Pascal montre que les gens n'aiment pas, en fait, être en repos tout seuls dans leur chambre. Ils ont peur. Et ils cherchent l'agitation. Ce qu'il déconseille d'ailleurs lui-même. Hein. Mais il cherche l'agitation. Et cette notion d'agitation s'opposant au repos a été essentielle pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Est-ce que aujourd'hui, il y a des grandes disparités sur la notion de repos en fonction des pays où on habite? Ah, ça, je ne peux pas vous dire, parce que je vous dire, c'est l'Occident que j'ai étudié. Mais il y a d'autres quand même étapes. Hein. C'est la quiétude. La quiétude. C'est curieux, parce qu'aujourd'hui, on n'emploie plus le mot quiétude. On n'emploie que son contraire. L'inquiétude. L'inquiétude. Mais au XVIIIe siècle, au XVIIe et XVIIIe siècle, la quiétude a été quelque chose d'important. Mais je n'ai pas répondu exactement à votre question. Non, mais parce que je vais vous montrer un exemple très concret qui va sans doute vous intéresser. On va partir en Colombie ensemble, puisque sachez que là-bas, chaque année, il y a une journée dédiée à la paresse. Et oui, c'est très très sérieux. Et regardez, c'est ce qu'on va voir dans ce sujet de Louisa Abrit. Des lits à roulettes? Des oreillers en pleine rue? Non, vous ne rêvez pas. Ces Colombiens célèbrent la Journée mondiale de la paresse, qu'ils ont eux-mêmes créée ici, à Itagüí. Le jour de la paresse, c'est pour montrer qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Il y a des moments pour se reposer, pour s'allonger au lit et ne rien faire. L'art de ne rien faire du tout, c'est le principe défendu depuis 1985 par cette grande ville de la banlieue de Medellín. Chaque année, les habitants célèbrent le droit au repos en faisant parader ces chars très confortables en plein cœur du centre-ville. Historiquement, il est connu que les grands penseurs ont fait leurs merveilles dans leur temps libre. Et c'est précisément ce que nous invitons les gens à faire, à s'engager dans la paresse avec nous et à manifester de manière créative la possibilité de nous rencontrer lors d'une très belle journée. Et cela va même plus loin que le fait de se reposer. La paresse, c'est le moteur du progrès. Quand on est trop paresseux pour cuisiner, on va au restaurant. Quand on est trop paresseux pour se laver, on achète une machine à laver. Quand on est trop paresseux pour organiser la maison, on engage quelqu'un. Donc, la journée mondiale de la paresse, c'est le moteur de l'économie d'aujourd'hui. Si l'idée semble séduire les Colombiens, aucun autre pays ne s'est pour l'instant emparé du concept. Alain Corbin, est-ce que selon vous, il faut réapprendre, comme ces Colombiens, à se reposer, mais aussi à s'ennuyer, tout simplement? Non, la paresse n'a jamais été prônée en Occident. Au contraire, c'était un des péchés capitaux. Et le fainéant, j'y répète, a toujours été mal vu. Donc, c'est pas du tout le même domaine. Est-ce que toutefois le repos, la sieste, le temps calme, ça peut être des bons outils contre le burn-out? Le burn-out, c'est une notion très importante aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, je vais ajouter quelque chose. Le burn-out a été inventé dans les années 1870. Ce n'est pas une notion récente. C'est comme la fatigue. Hein, c'est pas une notion, notion récente. Mais il y a eu des choses très importantes entre les deux. Il y a l'invention au XVIIIe siècle des commodités. C'est-à-dire l'invention des meubles pour se reposer, les divans, puis le rocking chair, et on arrive au transatlantique. Ça, c'est une chose essentielle dans l'histoire du repos, ainsi que, bien sûr, le repos dans la nature. Se reconnecter à la nature. L'abri. Rousseau, quand il se met au fond de son bateau dans le lac de Bienne, c'est pour trouver un abri contre l'agitation de Paris, si vous voulez, et là, il se livre à la rêverie. Et cette association repos-rêverie est essentielle. Alors, vous me demandez pour ce qui est d'aujourd'hui, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas psychologue, donc j'ai du mal à comprendre aujourd'hui ces formes de repos qui ne sont plus le repos historique que j'ai étudié. Alors toutefois, il y a quelque chose de très intéressant dans la conclusion de votre livre. Vous dites « On ne sait plus se reposer parce que le repos a été notamment remplacé par le loisir ». On est tout le temps en train de faire des activités, c'est ça que vous voulez dire? On est tout le temps en agitation?
Oui, ben on retrouve l'agitation. J'ai été assez longtemps membre du conseil scientifique du Conservatoire du littoral, et je peux vous dire qu'il y a une histoire des formes de loisirs qui s'écartent du repos traditionnel. C'est-à-dire que dans les années 50, c'est le sea, sex and sun, c'est-à-dire le bain, le sable, et puis c'est tout, hein, pratiquement un peu de volley. Alors que dans les années 1990, c'est déjà le surf, c'est du moins tout d'abord la planche à voile, la voile, le surf, les vieux qui vont voir des oiseaux, etc. C'est-à-dire que ce loisir, c'est un mot latin si vous voulez, ce loisir est plein d'activités et de plus en plus. Parce qu'il me semble avoir les plages qu'on s'y repose. Ce que vous voulez dire par là, c'est qu'en fait, lorsqu'on aurait l'occasion d'être oisif, de se reconcentrer sur nous, on va aller dans des loisirs, dans des activités, au lieu de se reposer tout simplement. Oui. C'est ça que vous voulez dire. Oui. Et qu'est-ce qui est le mieux alors, selon vous? Est-ce qu'il vaut mieux se reposer ou aller consommer de l'activité? Ça dépend des individus. Il n'y a pas quelque chose Non, il de positif ou n'y a pas négatif. de recette. Hein. Moi, je serais plutôt pour le repos dans la nature, à la campagne ou sur son lit. Hein, Alors, Alain Corbin, vous me dites ça, mais toutefois, et ça sera ma dernière question, ces dernières années, vous avez écrit plusieurs livres, beaucoup de livres, hein, quasiment un par année. Vous vous reposez quand, vous, Alain Corbin? Je me repose. Disons que j'ai jamais travaillé, je veux dire. J'ai toujours été historien, j'ai toujours fait de l'histoire depuis ma plus petite enfance. Ça a toujours été un plaisir. Donc je n'ai pas été fatigué, jamais fatigué, et de ce que je faisais, si vous voulez. Donc la notion de repos n'a pas grand sens pour moi. Et ça sera la phrase de conclusion, si je comprends bien votre message. Pour ne pas être fatigué, pour être en repos toute sa vie, il faut faire une activité ou un travail que l'on aime. Bien sûr. Merci Alain Corbin d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire du repos. C'est sorti aux éditions Plomb. Merci beaucoup.